Bon pour tout le monde? Alors, avant de reprendre la séance de live coding, donc il y a un de vos collègues que j'ai vu, je ne sais pas où il a disparu, il était là il y a 2 minutes, qui m'a posé une excellente question à la pause, qui m'a dit, moi j'ai déjà commencé Scratch avec mes élèves et comment je... Alors, donc, ici on travaille sur Scratch avec une installation sur la machine, mais dans sa classe, a priori, c'est pas possible. Donc il travaille sur Scratch directement sur Internet. Et donc il me demandait comment il pouvait faire pour partager, enfin pour que les élèves partagent les projets qu'ils font de façon à ce que lui puisse les superviser. Donc ça me paraissait une question assez pertinente. Donc sachez qu'il existe le site officiel de Scratch, qui s'appelle scratch.mit.edu, qui est le site que je suis en train de vous afficher là sur l'écran. Sur ce site-là, vous pouvez créer... Alors il y a 2 solutions pour partager des projets avec des élèves. Vous pouvez soit créer ce qu'on appelle des studios. Donc des studios, c'est des espèces d'espaces virtuels dans lesquels vous pouvez déposer des projets. Donc vous pouvez inviter vos élèves à déposer des projets dans les studios. Et donc les élèves de la classe voient les projets des autres. Et vous, en tant que prof, vous voyez aussi les projets déposés. Mais vous avez aussi la possibilité de demander un compte enseignant. Et si vous faites ça... Ah ben oui, il est là le monsieur en question. Voilà, je vous ai retrouvé. Donc si vous créez un compte enseignant, après vous pouvez créer votre propre classe virtuelle sur le site et gérer les projets de vos élèves, leur donner des dates limites auxquelles ils doivent les déposer et éventuellement même faire de l'évaluation collaborative. Alors j'en parlerai pas plus, parce que c'est pas vraiment l'objet de la séance, mais s'il y en a qui sont intéressés pour regarder, cet après-midi pendant les ateliers, on pourra prendre un petit peu de temps pour regarder ça. Voilà, ça me paraissait une question pertinente. C'est bon? Donc revenons-en à nos moutons, enfin à notre chat. Donc on va reprendre la session de live coding et on va essayer de faire des choses rigolotes à ce chat. Alors la première chose, donc vous avez vu, juste avant la pause, je vous ai montré on a fait un programme minimaliste, le chat avance de 50 pas à chaque fois que j'appuie sur le drapeau vert. Donc on va pouvoir faire des gammes sur ces déplacements, donc avancer, reculer, tourner à gauche, tourner à droite. Je vais essayer de ne pas y passer des heures. Ce qu'on aimerait bien, alors par exemple si on se met dans la perspective de faire un jeu, la première chose qu'on a envie de faire en tant que joueur, c'est d'être capable de contrôler le personnage dans le jeu. Donc ce qu'on va essayer de faire ici maintenant, c'est tout simplement d'être capable de contrôler le chat à l'aide des flèches du clavier sur l'ordinateur. Donc est-ce que quelqu'un a une idée de comment faire ça ? J'espère, oui. Dis-moi. Dites-moi. Donc, contrôle. Alors, ce qui est contrôle, pour l'instant... Dans données, non. Alors, c'est dans... Alors, ça dépend ce que vous cherchez, mais... C'est dans événements. Donc effectivement, dans événements, on a le drapeau que je vous ai montré tout à l'heure, qui est un peu le symbole du début du programme, mais on peut aussi faire d'autres types d'événements. Par exemple, on peut s'amuser à jouer avec les flèches du clavier. Donc ici, on a un événement qui est quand espace est cliqué. Alors quand espace est cliqué, quand on appuie sur la barre d'espace, on va avoir envie de faire des choses. Moi, c'est pas espace qui m'intéresse, c'est par exemple quand la flèche du haut est cliquée. Ce que j'aimerais, c'est que... alors quand la flèche du haut est cliquée, non, quand la flèche de gauche est cliquée, on va plutôt faire ça d'abord. Donc quand la flèche de gauche est cliquée, je voudrais que mon lutin recule. D'accord? Parce que la flèche de gauche, alors je me mets dans le même sens que vous, la flèche de gauche elle est là sur mon clavier, donc je voudrais que mon lutin il recule. D'accord? Alors reculer, il n'y a pas de bloc dans les mouvements là qui s'appelle reculer, mais fort heureusement, on peut avancer de moins 10 pas. D'accord? Donc avancer de moins 10 pas, habituez-vous à raisonner comme des informaticiens, on commence à compter à 0, on avance de moins 10 pas, à part ça on est des gens normaux. Donc on va essayer d'avancer de moins 50 pas. J'aimerais bien que ma souris m'obéisse quand je lui parle. Voilà, puis tant qu'à faire, on va aussi faire en sorte que quand la flèche de droite est cliquée, hop, on puisse avancer de 50 pas. Alors, je suis désolée, j'ai une souris capricieuse aujourd'hui. Voilà. Donc ici, j'ai un nouveau programme dans lequel il y a 3 blocs différents. Il y a ce qui va se passer quand je clique sur le drapeau. Donc ça reste vrai parce que je n'ai pas supprimé le bloc. Donc quand j'appuie sur le drapeau, mon lutin avance.
Puis maintenant, quand j'appuie, alors là vous ne voyez pas, mais si, je vous assure, je le fais. Quand j'appuie sur la flèche de gauche de mon clavier, mon lutin recule. Et lorsque j'appuie sur la flèche de droite du clavier, le lutin avance. D'accord? Donc les pas, c'est des unités de mesure de scratch. On discutera après du repère. Alors si vous êtes bons yeux, vous voyez en bas à droite de la scène, c'est écrit X 193 et Y 154. Si je le recule... Ah, ouais, non, pardon, c'est le curseur de ma souris. Voilà, donc si je déplace ma souris, vous voyez que les coordonnées sont modifiées. Okay, donc on a un repère cartésien classique, X en abscisse, Y en ordonnée. Avec le 0, à votre avis, il est où? Plutôt en haut, plutôt en bas, plutôt au milieu? Voilà, plutôt au milieu de l'écran, effectivement. D'accord? Bon, ben voilà, maintenant on sait déplacer notre lutin avec... oui. Si on reste appuyé sur la flèche de gauche, il recule une fois ou il continue? Si je reste appuyé, il continue. Donc c'est pas un vrai. C'est pas, pardon? C'est pas sur un appui, c'est... Non. Appuyé. Ouais, alors, en fait c'est sur un appui au sens frappe clavier classique, c'est-à-dire que si vous restez appuyé sur la flèche de gauche dans le système classique, il y a un timer qui envoie le signal « j'ai appuyé la touche » automatiquement. Enfin, ça dépend comment est configuré votre système d'exploitation. Si vous avez modifié les paramètres d'accessibilité, par exemple, ça peut avoir un comportement différent. Mais ça, c'est un peu indépendant de Scratch. Voilà, donc on peut bouger le chat. Je vais arriver à appeler ça un chat. Voilà. Tac, moins 50 à Y. Donc Y, c'est l'axe vertical, on est d'accord? Et donc là maintenant, quand je vais appuyer sur la barre d'espace, mon lutin descend de 50 unités de mesure par rapport à sa position initiale. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Alors, la différence, c'est le nombre de pas ou la coordonnée, ça peut devenir intéressant quand vous faites des exercices de mathématiques, lorsque vous avez besoin, par exemple, de dessiner des figures. C'est pas la même chose de dessiner une figure en donnant les coordonnées successives des points par lesquels votre lutin doit passer, ou de le faire en nombre de pas qu'il doit parcourir pour l'espace. Bon, donc là, on a vu comment interagir avec le clavier et comment modifier, comment déplacer le lutin. C'est déjà pas mal. On a exploré pour ça 2 catégories de blocs. La catégorie bleue, qui est la catégorie des mouvements, et puis la catégorie, disons, orange foncé, qui est la catégorie des événements. Bon, comme on est un peu curieux, enfin moi en tout cas, on va explorer une 3e catégorie qui est la catégorie des contrôles. Alors contrôle, c'est le nom générique qui est retenu pour mettre tout ce qui est structure de contrôle en informatique. Qu'est-ce que c'est que les structures de contrôle? Je suppose que vous avez déjà entendu parler des boucles et des conditions. Donc une boucle, c'est quelque chose qui va nous permettre de répéter une action un certain nombre de fois, le certain nombre pouvant être infini. Et une condition, c'est une instruction qui va nous permettre de vérifier si une condition est respectée. Si la condition est respectée, alors de faire une action, ou alors, si la condition n'est pas respectée, de faire une autre action. Ça, en informatique, ce sont vraiment des structures de base du contrôle de programmes informatiques. Donc, on va reprendre notre lutin, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le faire tomber. Ok? Alors, pour le faire tomber, une bonne idée, ce serait de diminuer un certain nombre de fois sa coordonnée Y. Ok? Alors, ce que je peux faire, je vous avais dit que mon bloc ici, il n'était pas voué à résister. Alors d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer un petit outil. Alors quand vous avez besoin de vous débarrasser d'un bloc dans votre zone de programmation, vous pouvez attraper votre bloc et le jeter ailleurs. Alors là, ça ne marche pas, mais le jeter là, par exemple. Et hop, le bloc a disparu. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est cliquer sur les ciseaux qui sont ici. Et votre curseur de souris se transforme en petit ciseau. Et puis après, vous pouvez aller cliquer sur le bloc et hop, ça le découpe. Donc il disparaît aussi. Voilà, c'est des astuces de l'interface. Bon, revenons-en à notre problème. Donc, je voudrais faire tomber mon chat. Donc, ce que je vais faire pour faire tomber mon chat, c'est que je vais utiliser une structure de contrôle. Et puis, je vais faire, par exemple, répéter 10 fois, ajouter moins 50 à la coordonnée Y. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Alors là, pour l'instant, ça ne va rien faire parce que vous voyez bien que sur mon bloc, en haut, il y a un petit trou qui dit, tiens, il devrait se passer quelque chose pour que ce bloc-là puisse se déclencher. Bon, je sais pas, moi... Qu'est-ce qui pourrait se passer? On appuie sur espace. Voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que lorsque je vais appuyer sur espace,
Mon chat va tomber de 10, parce que je diminue sa coordonnée Y, puis il va à nouveau tomber de 10, puis il va à nouveau tomber de 10, et ainsi de suite, et il va faire ça combien de fois? 10 fois, a priori, parce que j'ai dit dans ma boucle que je voulais répéter ça 10 fois. Alors forcément, j'aurais dû commencer avec mon chat un peu haut. Voilà. Donc maintenant, quand j'appuie sur espace, mon chat tombe. Alors en fait, il tombe jusqu'à ce qu'il sorte de la scène. Il ne va pas tomber indéfiniment, même si vous mettez une boucle infinie. Ok. Voilà. Donc c'est super, maintenant j'ai un chat qui tombe. Voilà. Alors évidemment, comme j'ai un peu l'esprit de contradiction, je voudrais pouvoir l'empêcher de tomber, ce chat. D'accord? Donc ce que je vais faire pour l'empêcher de tomber, c'est que je vais... Alors, on va changer ça, on va plus dire que c'est quand espace est cliqué. On va dire que ça commence... Alors le avancé de 50 ici, il commence à me fatiguer, je vais m'en débarrasser. On va dire que ça, c'est le truc que fait mon programme par défaut. D'accord? Donc quand je clique sur le drapeau vert, le chat tombe. D'accord? Maintenant, donc, comme je vous ai dit, mon esprit de contradiction et moi, on a envie d'empêcher ce chat de tomber. Donc on va créer une nouvelle interaction qui est que, je sais pas, par exemple, quand j'appuie sur la flèche du haut de mon clavier, ça fait remonter le chat. Ok? Vous commencez à me voir venir ou pas? Pas encore? Donc, c'est parti. Quand j'appuie, c'est toujours la même mécanique, hein. Quand j'appuie sur la flèche du haut, alors, on va faire exactement pareil. Donc comment j'ai fait tomber mon chat? Voilà, en modifiant Y. Donc comment je vais l'empêcher de tomber? En modifiant Y aussi. D'accord? Donc par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter... Alors il tombe de combien? Il tombe de moins 50. Alors, on va faire ajouter 10 à Y. On va juste essayer ça. C'est intéressant de voir ce qui se passe. Donc je vous rappelle, hein, quand je lance mon programme, le chat tombe. Par contre, si j'appuie sur espace, sur la flèche du haut, pardon, le chat remonte de 10 à chaque fois. Alors, on va regarder ce qui se passe. Donc j'appuie sur le drapeau, le chat tombe, tout va bien. Et maintenant, si j'appuie sur la flèche du haut de mon clavier, j'arrive à le faire remonter. Ok? Bon. Évidemment, ce qu'on voudrait, c'est de faire en sorte qu'on puisse contrôler le chat de manière un petit peu plus fluide. Parce que là, en fait, j'ai même pas le temps d'appuyer sur la touche le temps que le chat arrive en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire tomber perpétuellement. D'accord? Et je vais faire en sorte que quand j'appuie sur la touche de mon clavier, il remonte. Alors comment je fais pour faire en sorte que mon chat tombe perpétuellement? À votre avis, qu'est-ce qu'il faut que je modifie dans mon programme? Vous étiez au moins la moitié à lever la main en disant que vous aviez déjà fait du scratch. Quand je pose des questions, je veux des réponses. Hein. Oui. Donc quand il arrive en bas, il faut dire reviens en haut. Alors ça c'est une bonne idée, mais c'est pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est qu'il tombe tout le temps de moins 10 par rapport à sa position précédente. Et s'il est en bas, je m'en occupe pas, je laisse scratch faire. Oui. Oui, voilà, très bien. On va changer la boucle et faire une boucle infinie. Les deux solutions sont valides, hein, mais c'est pas le même objectif qui est recherché. Donc je retourne voir dans mes contrôles, parce qu'on a dit que tout ce qui était boucle, structure de contrôle, c'est dans contrôle. Et donc là, je suis un peu embêtée parce qu'entre une boucle finie et une boucle infinie, c'est pas le même bloc. Donc je vais devoir faire un peu de gymnastique. C'est pas grave, j'aime bien les puzzles. Alors, j'enlève celle-ci. À la place, je mets une boucle infinie. Et alors bon, on va être un peu moins coriace, sinon vous n'allez pas bien voir le résultat. Et donc maintenant, le chat, il tombe de 10 unités à chaque fois. Ok? Et par contre, quand j'appuie sur la flèche du haut, le chat, il remonte de 10 unités à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe si je lance mon programme? Tac, 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 tac. Ah, je commence à arriver à contrôler le chat. Alors le problème, c'est que j'appuie pas assez vite sur la touche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte qu'il tombe doucement, okay, mais que quand j'appuie sur la flèche, j'arrive à le faire remonter plus vite. Donc par exemple, il va tomber de 10 de manière infinie, mais il va remonter de 20. Allez, au hasard. Alors pour que vous ayez le temps de voir, pour que vous ayez le temps de voir, je vais remettre le chat en haut, et je lance mon programme, et c'est parti. Et maintenant, je peux commencer à maîtriser un petit peu plus mon chat. Ah, l'écart n'est pas encore terrible, d'accord? Il tombe encore un peu trop vite, et j'arrive pas à le faire remonter assez vite. À votre avis, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de faire? Pas d'idée? Très bien, ça m'arrange. Ok, alors, on va faire un truc un peu plus violent que ça. On va dire qu'il remonte de 50 à chaque fois, et voilà. Hop, je remets mon lutin au milieu.
Ça commence à fonctionner. Ok? En fait, ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est de refaire le jeu qui s'appelle Flappy Bird. Vous connaissez ce jeu? Non? Le jeu Flappy Bird, c'est un jeu dans lequel vous avez un petit oiseau. Okay. Le seul truc que vous pouvez faire pour le manipuler, c'est appuyer sur une touche. À chaque fois que vous appuyez sur une touche, ça le fait voler un petit peu plus haut. Et son but dans la vie, c'est d'éviter des obstacles qui vont se déplacer de manière horizontale. D'accord? Donc là, mis à part quelques ajustements, et ça, c'est une étape nécessaire quand vous codez avec Scratch, mis à part quelques ajustements, j'ai la mécanique de base de mon jeu. C'est-à-dire que j'ai un lutin. Il faut que je pense à stopper à chaque fois. Vous verrez, vous avez un exercice cet après-midi pour éviter le problème que j'ai en ce moment, qui est que j'oublie d'arrêter mon programme à chaque fois. Donc j'ai un petit lutin qui va tomber. Alors, bon, on va continuer à l'ajuster. Hein. On va dire que quand flèche de haut est cliquée, on monte de 70. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai un lutin, je peux le maîtriser. D'accord? Là, j'appuie juste sur la flèche hein, pour le contrôler. Et donc maintenant, notre deuxième problème, c'est d'avoir des obstacles qui se déplacent de manière horizontale, okay, et qui vont venir percuter le lutin ou pas, si je joue bien. Ok? Ah bah, notre caméraman casse tout. Donc ce qu'on va faire pour ça, c'est qu'on va ajouter un deuxième lutin à la scène. D'accord? Alors, comment on fait pour ajouter un lutin à la scène? Donc vous avez ici un petit menu où vous pouvez choisir un lutin dans une bibliothèque. Donc ça, c'est les ressources par défaut qui sont données par Scratch. Vous avez plein d'images, organisées par catégorie. Vous pouvez aussi ajouter vos propres lutins. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait, nous? On voudrait de la ville, par exemple des bâtiments. Tac. Alors là, je vais mettre un bâtiment dans ma scène. Je vais arrêter mon bazar. On va mettre le lutin à peu près ici. Ok, donc là j'ai juste rajouté un deuxième lutin dans ma scène. Alors c'est pas un lutin au sens, c'est pas un personnage qui bouge, mais ça reste un objet avec lequel on a envie de pouvoir interagir, que l'on a envie de pouvoir programmer, sur lequel on a envie de pouvoir faire des choses. D'accord? Donc cet objet, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors qu'est-ce qu'on veut en faire d'abord? Qu'est-ce qu'on aimerait? Moi j'aimerais bien qu'il se déplace de manière horizontale dans la scène. Alors, maintenant que vous savez déplacer un lutin, est-ce que vous avez une idée de comment faire pour déplacer cet objet horizontalement dans la scène? Je sais pas, allez-y. Oui? On fait la même chose. Voilà, on va faire la même chose, sauf qu'au lieu d'agir sur le Y, on va agir sur le X. Ok, alors allez-y, proposez-moi des trucs. Hein. Qu'est-ce que je mets comme bloc? Je vais dans quel menu? Je fais quoi? Une boucle infinie? Alors, première chose sur laquelle il va falloir faire très attention, c'est que maintenant ce que je veux animer, c'est plus mon lutin, mon chat, mais c'est mon bâtiment. Alors ici, le programme que vous voyez, c'est le programme du chat. Pourquoi? Parce que c'est le chat qui est sélectionné dans ma fenêtre des lutins. Maintenant, je vais aller cliquer sur le bâtiment, et vous voyez que le programme du bâtiment, pour l'instant, il est vide. D'accord? Donc il faut bien faire attention, hein, ça c'est... une erreur de débutants et que les jeunes font très souvent, c'est qu'ils font leur programme au mauvais endroit, puis après ça fait des comportements inattendus, et on met longtemps à chercher pourquoi, alors que c'est juste qu'on n'a pas écrit dans la bonne fenêtre. Ok, donc une boucle infinie. Donc indéfiniment, on va faire quoi? Donc à chaque fois que le programme démarre, je suppose. Oups, pardon. Donc on a dit qu'on voulait faire un mouvement, donc on veut se déplacer selon l'axe des X. Et alors je prends quoi du coup comme bloc de déplacement? Avancer de 10? Bon, pourquoi pas, hein. Moi je veux bien. Bah oui, mais la valeur par défaut c'est 10. Donc avancer de moins 10, ça vous va? Ok, on essaye? Donc je lance le programme, pour l'instant on va faire comme si on ne voyait pas le chat, hein. Il fait un peu n'importe quoi. Alors c'est bien, ça donne le comportement attendu. Donc le bâtiment se déplace de la droite vers la gauche. Je suis un peu nul avec ma droite et ma gauche, c'est ça. Et ça fonctionne, sauf que c'est sympa, mais là je joue qu'une fois. Ok, moi ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir jouer indéfiniment. C'est-à-dire que je voudrais qu'il y ait plein de bâtiments qui m'arrivent sur la tête, et mon défi c'est de les dépasser. Alors, comment je fais pour modifier ce programme?
et faire en sorte de pouvoir jouer plusieurs fois. Oui. Oui, oui, toujours. Quand il y a une certaine position, on place au départ. Ouais, alors, est-ce que vous avez une idée de comment faire ça? Bah forcément, j'allais pas rester à flèche du haut, flèche du bas pendant 2 heures. Hein. Alors, est-ce qu'on a déjà besoin d'un si? Je suis pas sûre. Ça dépend s'il détecte le bord ou pas. Alors, ça dépend. Alors, est-ce qu'on veut s'enquiquiner à détecter le bord? Donc ça, c'est effectivement. Alors, le principe de l'informatique, c'est qu'il y a toujours 25 solutions pour le même problème. C'est ça qui est rigolo. Donc là, on peut se dire, voilà, il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit on regarde on fait en sorte de surveiller quand le bâtiment atteint le bord. On dit, ok, si le bord est atteint, alors je reviens à ma position initiale et je recommence. D'accord? On peut utiliser autre chose ici avec Scratch qui est plus simple, qui est que, a priori, on connaît les coordonnées de notre scène. En tout cas, on connaît la taille de la scène, et donc à tout moment, on connaît la position en X et en Y de notre objet. Alors pour les curieux, la position XY, c'est le barycentre de l'objet. Ok? Enfin, le barycentre de la figure. Donc, ce que je disais, c'est que on peut dire, bah tiens, au départ, je vais partir d'une certaine position en XY, donc je vais placer mon bâtiment à une certaine position, je vais le faire reculer de la largeur de ma fenêtre, et une fois que j'aurai fait ça, je recommencerai. Ça évite de s'enquiquiner à détecter les bords. Ok? Alors du coup, la question qui se pose, c'est quoi les coordonnées de ma fenêtre? Alors vous pouvez utiliser votre souris pour aller voir ce qui se passe quand vous placez votre curseur de souris à l'extrémité. Donc, vous voyez, quand vous êtes à l'extrémité, pour la valeur de X, vous avez 240. Okay, alors en fait, techniquement, c'est 250, mais voilà, l'affichage après n'est pas super précis. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est regarder ce qui se passe si... donc, quand... tac, tac, tac. Au départ de mon programme, je dis, tiens, je vais aller à X égale 240 et à Y égale 0. Et ensuite, au lieu de faire un répété indéfiniment, parce que je suis un peu plus intelligente et que j'ai réfléchi à la tête de ma scène, je vais faire répéter, par exemple, je sais pas moi, 240, enfin 250, ça fait 500. Donc je vais répéter, par exemple, 100 fois, avancer de moins 50. Tac. Ok, on va voir ce qui se passe. Vous êtes prêts? Hop, voilà. Mon bâtiment, il s'est positionné automatiquement à droite de ma scène. Je vous le refais parce que je suis peut-être allé un peu vite. Enfin, Scratch est peut-être allé un peu vite. Mon bâtiment se positionne à droite de la scène. Il recule jusqu'à la gauche. Et il le fait pourquoi? Parce que je lui ai dit 100 fois de reculer de moins 50. Après, je peux essayer de modifier la vitesse perçue en disant, bah non, 100 fois moins 50, c'est pas génial. Peut-être qu'il vaudrait mieux que je fasse 500 fois moins 10. Je sais pas, hein. Je fais ça au pif, presque. Tac. Voilà. Là, j'ai une vitesse de déplacement du bâtiment qui est un peu plus jouable, si on se projette dans la perspective de faire un jeu. Ok pour tout le monde? Bon, super. Donc maintenant, j'ai mon bâtiment qui se déplace, mais ce que je vous ai dit, c'est que je voulais que ça se déplace comme ça, de manière infinie. Bah, c'est bon, on a fait tout le boulot, là. Il suffit d'encadrer ce qu'on vient de faire d'un bloc répété infiniment. Donc c'est dans les structures de contrôle. Tac. Et là, c'est magnifique. On a... Ah, c'est pas magnifique. Qu'est-ce que j'ai fait qui est pas magnifique? Ah bah oui. Ah oui, bah tiens, très bien. Qu'est-ce que j'ai fait qui est pas magnifique? Ouais, mais ça, on a testé juste avant, ça marche. Je me suis juste bourré sur un autre truc. Il continue, il le fait 500 fois, mais il peut plus avancer. Et on doit finir les 500 fois avant de retourner. Il l'a fait, il va y aller. Il vient de refaire là. Comment ça, il vient de refaire? Il est 500 fois là. Il a fait 24 fois pour aller de l'autre côté. Oui, mais qu'est-ce... Il faut changer 500 en 24. Voilà. Non, pourquoi en 24? Non, ouais, t'as raison. Je vais faire 24 parce que ça peut être drôle, mais c'est pas 24. Ah bah essayons. Il s'arrête à la radio, ça va être 40. Voilà, c'est juste parce que je sais pas faire des multiplications et des divisions, c'est tout.
Ouais, 48, enfin on peut même faire 50, comme ça il va mieux disparaître. Voilà. Ok? Voilà, j'ai toujours eu un problème avec le nombre de zéros. La gauche, la droite, les couleurs. C'est pour ça que je fais de l'informatique. Ok pour tout le monde, donc là ça marche plutôt pas mal. Alors le découpage que vous avez à l'écran, c'est indépendant de ma volonté. Bon, ce qui est un peu triste dans ce programme, c'est que c'est toujours le même bâtiment. D'accord? Ce serait chouette que ça change. Alors ça va nous amener à une propriété très intéressante des lutins, qui est que les lutins, même quand ce sont des bâtiments, ont des costumes. D'accord? Alors qu'est-ce que c'est qu'un costume? En fait, si vous regardez ici, dans votre lutin, vous voyez que vous pouvez définir plusieurs costumes. Alors, dans les lutins fournis, c'est souvent le cas. Il y a plusieurs costumes pour chaque lutin. Un costume, c'est une apparence différente de votre lutin. C'est très pratique parce qu'on va pouvoir changer le costume du lutin au fur et à mesure. Donc ici, j'ai pas choisi ça, au hasard. J'ai pris ça parce qu'il y a un paquet de costumes de bâtiments quand même. Voilà, donc c'est plutôt sympa pour la démo qu'on va faire. Alors, entre nous, cette démo, elle est très fortement inspirée de ce que je vous ai montré au tout début du tutoriel, qui est un assistant par défaut de Scratch. Ok? Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec ces costumes. Alors, je retourne à mon script de bâtiment, là. Donc, je répète indéfiniment mon programme. Et alors, les costumes, tous les blocs qui concernent les costumes, ça va se trouver dans un menu qu'on n'a pas encore exploré, qui est le menu Apparence. Donc dans Apparence, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez faire parler votre lutin, alors parler au sens écrire du texte sur l'écran, avec des bulles, qui disent des bulles de bande dessinée, quoi. Vous pouvez décider de cacher ou d'afficher votre lutin. Okay. Et puis vous pouvez décider de lui changer son costume. Alors ce qu'on va faire, c'est que maintenant, à chaque fois qu'on va se repositionner au début de la scène, c'est-à-dire tout à gauche, tout à droite, on va dire à notre lutin de changer de costume. Alors hop, on va faire comme ça. C'est peut-être même mieux de... Non, on va faire comme ça. Hop. Et voilà. Et donc maintenant j'ai un super jeu dans lequel j'ai des bâtiments qui défilent. Alors, ça ne m'a pas coûté bien cher à faire. Donc c'est le même lutin qui est programmé, qui change de costume à chaque fois. Okay, donc ça donne un petit sentiment de c'est sympathique, il y a de la variabilité dans le jeu. Et puis qui se déplace comme ça. Alors je peux jouer, hein, tac tac tac. Voilà, donc j'ai failli perdre. Tac. Ah bah là c'est quasiment injouable, et ainsi de suite. Bon alors là le truc c'est que c'est sympa, moi ça m'amuse beaucoup de jouer, je suis sûre que ça vous amuserait beaucoup aussi. Le problème c'est que je me mange un bâtiment ou pas, c'est pareil, je peux continuer à jouer, il n'y a pas de problème. Le fait qu'il y ait des bâtiments qui aillent jusqu'au ciel, ça pose de problème à personne non plus. Bon, on va essayer d'améliorer un petit peu tout ça. La première chose qu'on pourrait essayer d'améliorer, c'est ce bâtiment-là, il est quand même un peu gros. Okay, donc, c'est juste pour rester les 5 minutes de plus dans la thématique des costumes. Au démarrage de mon programme, je vais décréter... Alors, je suis désolée, j'avais oublié d'enlever ce machin-là. 60%, je sais pas. Tac. Voilà, donc au démarrage du programme, avant de commencer ma boucle infinie, je diminue la taille de mon lutin et puis ça règle le problème. Donc il faudrait que je règle mon X, mon Y pour que le costume soit au sol, mais voilà, c'est plutôt pas mal. D'accord? Donc vous voyez, on peut faire des tas de choses avec les costumes. Bon, alors maintenant, ce qu'on voulait, c'est regarder ce qui se passe, par exemple, lorsque le lutin percute un bâtiment. D'accord? Donc ce que j'aimerais bien, c'est que lorsque le lutin percute un bâtiment, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe quand le lutin percute un bâtiment? Aïe. Ah, qu'ils disent aïe? Ok, on va faire ça. Très bien. C'est pas du tout le scénario que j'avais prévu, mais... Hop. Alors, comment on va faire ça? Alors, est-ce qu'il faut, à votre avis déjà, est-ce qu'on va faire ça dans le costume dans le script du lutin, le programme du lutin, ou dans le script du bâtiment? A priori du lutin, ça paraît pertinent, même si techniquement on aurait pu faire ça dans le script du bâtiment aussi. Alors c'est parti. Donc notre lutin, ce qu'on voudrait, c'est qu'il soit capable de détecter lorsqu'il rentre dans un bâtiment. Alors à votre avis, vous avez tout sous les yeux là, et vous avez les catégories de blocs qu'on peut utiliser intuitivement
dans quel bloc je vais trouver, enfin dans quelle catégorie je vais trouver un bloc qui me permet de détecter qu'il se passe quelque chose. Capteur, voilà. Donc évidemment, un capteur, c'est tout ce qui va nous permettre de capter de l'information de l'environnement. Donc on va aller fouiller un peu ce qu'il y a dans ce menu. Donc dans le menu capteur, alors c'est marrant parce que jusqu'à maintenant, on a vu que les blocs avaient des couleurs particulières. Alors on commence à voir apparaître des blocs qui ont des formes un petit peu différentes de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Notamment, on a des blocs, vous voyez, des rectangles à bout pointu, là, des hexagones allongés. Et ces blocs-là, a priori, si je les prends comme ça et que j'essaye de les brancher à un bout de mon programme, ça va mal se passer. Vous voyez, nulle part mon programme me dit ouais, tiens, tu peux m'accrocher là. Okay, pourquoi? Parce que ces blocs, on va voir qu'ils ont une fonction particulière et qu'ils doivent être utilisés dans un contexte particulier. Alors qu'est-ce qu'on veut faire ici? Si vous deviez m'exprimer en français ce que l'on veut faire pour vérifier que le lutin a percuté un bâtiment, comment vous le diriez avec une phrase simple? Si, voilà. Donc si le bâtiment est touché, alors je fais quelque chose. Vous vous souvenez d'avoir vu passer des si alors jusqu'à maintenant? Dans la catégorie contrôle, exactement. Alors dans la catégorie contrôle, on a nos blocs qui permettent de faire des instructions conditionnelles. Alors on a par exemple si alors, bon, on va déjà faire ça, juste un si alors. Et là on voit bien, moi je vois bien en tout cas, j'espère que vous voyez bien aussi, que la forme qui est prête à recevoir un bloc dans le si alors, c'est mon fameux hexagone aplati là, dans lequel je vais aller pouvoir glisser le bloc que je viens de voir précédemment dans le capteur. Donc ici dans le capteur, j'ai un truc qui permet de vérifier que quelque chose est touché. Ça me paraît assez pertinent d'essayer d'utiliser ça. Donc je vais faire si quoi? Ben, je regarde ce que ça me propose. Donc ça me propose le pointeur de la souris. Donc non, je ne veux pas savoir si mon chat a touché le pointeur de la souris. Je ne veux pas non plus savoir si mon chat a touché le bord de l'écran. Ce que je veux savoir, c'est si mon chat a touché un autre objet. En l'occurrence, il a reconnu que dans ma scène, il y avait un autre objet qui s'appelle Buildings. Donc effectivement, si le chat touche un building, alors qu'est-ce que je fais? Alors oui, on a dit qu'on disait aïe, c'est ça. Alors dire aïe. Alors aïe. Voilà. Avec 3 points d'exclamation, parce que ça mérite bien ça. À votre avis, si je lance le programme comme ça, est-ce que ça va fonctionner? Non, je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Parce que voilà, il faut vraiment s'habituer à ça. Hein. C'est une première chose à regarder quand vous cherchez les bugs dans les programmes de vos élèves. Là, vous avez un bloc d'instruction qui a un petit trou de pulse là au-dessus et qui est relié à rien. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas relié ça à quelque chose, le programme, ce bout de programme ne sera jamais exécuté. Alors, à votre avis, pour que ça fonctionne, il faut que je le relie à quoi? Présent ou non dans mon script existant. Pardon? Au drapeau vert? Alors, donc, je peux mettre plusieurs drapeaux verts, hein, si je veux. Non, c'est pas ça que je voulais faire, excusez-moi. Donc, un truc dans ce goût-là. Ça vous va? Qui vote pour? Qui vote contre? Non, moi, je me mets toujours dans les deux équipes, comme ça, je suis sûr de gagner. Ok, ouais, en fait, je me mets dans cette équipe-là. A priori, ça ne va pas marcher parce que ce qui va se passer ici, c'est que lorsque le programme va démarrer, ben, on va vérifier si un building est touché, une fois, puis après, c'est fini. Donc, s'il faut... Oui? Après chaque déplacement du lutin, ou tout simplement indéfiniment. On vérifie en permanence. C'est une possibilité. Alors, c'est là que si vous avez fait de la programmation dans un autre langage, ça fait des nœuds au cerveau, je suis désolée. Mais effectivement, ce qu'on peut faire de manière très simple, c'est vérifier indéfiniment si le lutin touche un bâtiment. Alors, on peut le faire effectivement ici aussi, parce qu'on a déjà une boucle infinie à cet endroit-là. Tac. Donc on peut faire un truc comme ça, ce qui cache le bout de mon programme suivant. Tac. Je range un peu, hein, je suis désolée. Voilà, quand espace est cliqué, ça ne sert plus à rien. Ah, on doit être pas mal, là. On essaye? Voilà, donc ça marche. Donc, ça marche. Là, vous pouvez ne croire que ma bonne parole, mais si je réessaye, vous allez voir que la première fois, tac,
la première fois que je touche un bâtiment, mon lutin dit aïe. Ok? Alors le problème, c'est qu'après, il continue à dire aïe. Ok? Alors que bon, là, il a plus mal, quoi. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ça parce que c'est pas terrible. Donc on va regarder dans l'apparence si on peut pas trouver mieux que dire aïe. Donc par exemple, on a dire aïe, c'est pendant 2 secondes ou pendant 1 seconde. D'accord? Ça va nous permettre de mettre un petit contrôle un petit peu plus sympathique. Hop, dire aïe pendant 2 secondes et continuer à jouer quand même. Tac. Hop. C'est parti. Voilà, donc là il a mal. Et puis après il arrête d'avoir mal. Ok? C'est bon? C'est clair pour l'instant? Vous avez des questions? Des remarques? Bon alors, ça va nous amener à un nouveau concept. Les enfants, les jeunes en général, ce qu'ils aiment bien dans les jeux, c'est gagner. Donc il faut absolument qu'ils marquent des points. D'accord? Donc maintenant ce qu'on va essayer de faire, c'est modifier encore, améliorer encore ce programme pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'on rentre dans un bâtiment, on marque un point, par exemple, ou on perd un point. Ça dépend. Perdre, c'est assez rigolo d'ailleurs. On va le faire dans ce sens-là. Je n'avais pas pensé, mais... Donc on va compter on va dire qu'on part avec 10 vies, qu'à chaque fois qu'on rentre dans un bâtiment, on a un peu mal à l'aile. Alors bon, en même temps, c'est un chat, c'est mal à la patte. Et on va perdre des points. Donc ça nous amène à un nouveau concept vraiment important, qui est le concept de variable. Alors si je dis variable comme ça, ça fait peur à certains d'entre vous? Non, c'est bon? C'est que les timides ne se prononcent pas, c'est bien. Alors les variables, elles sont dans données. Alors données, bon, il y a la possibilité de créer des listes. Pour ceux d'entre vous qui iront jusque-là cet après-midi, il y a une activité qu'on vous proposera sur les listes, qui est super intéressante. Ici, on va juste se contenter de faire simple, on va faire juste une petite variable. Alors une variable, c'est une boîte à qui on donne un nom, dans laquelle on va pouvoir stocker une valeur, et on va pouvoir faire en sorte que lorsque l'on modifie le programme, on modifie la valeur stockée dans cette boîte. Ok, donc ici je vais créer une variable, paf, et je vais l'appeler, je sais pas, score. Non, on a dit que c'était les vies. Ok, alors, ouais, pour tous les lutins. Voilà, donc ici je commence avec 0 vie, paf, je suis morte. Bon, fin du jeu, merci d'être venu. On va essayer de faire en sorte qu'on commence non pas avec 0 vie, mais qu'on commence avec 10 vies. D'accord? Donc là, on voit que depuis que j'ai créé une variable, mon menu données, là, il s'est un petit peu étoffé. Je peux faire des choses sur ces variables. Donc, au début de mon programme, lorsque je commence à jouer, je suis désolée, j'arrête le défilement des bâtiments, ça me fatigue. Au début de mon programme, ce que je vais pouvoir faire, par exemple, c'est mettre le nombre de vies total à, je sais pas, 10. Un chat, c'est 7. Merci pour cette remarque constructive. Non, franchement, ça me fait plaisir. Hop, donc un chat, ça a 7 vies, effectivement. Et donc maintenant, j'ai ma variable de vie qui fonctionne. Ok? Voilà. Alors bon, le truc, c'est que si je me prends des bâtiments, ça ne décrémente pas pour autant le nombre de vies que j'ai. Donc à votre avis, comment on fait pour faire en sorte que je perde une vie à chaque fois que je touche un bâtiment? C'est bien, vous n'êtes pas fou. Monsieur avec l'ordi rouge. Oui. Alors, un opérateur, alors effectivement, il y en a, mais on a même un raccourci, en fait, dans le menu variable où on peut directement ajouter ou supprimer une valeur à la variable. Alors, effectivement, hein, parce que la remarque que vous faites, elle est bonne. Si on veut faire des calculs compliqués, par exemple, si vous voulez ajouter, je ne sais pas moi, le nombre de vies d'un chat divisé par le nombre de vies d'un humain multiplié par je ne sais pas quoi, vous pouvez faire des calculs avec ça. Mais nous, on va la faire simple pour l'instant. Et on va dire que à chaque fois qu'on dit aïe, donc quand on dit aïe, hein, c'est qu'on a percuté un bâtiment. Donc c'est en toute logique, on ajoute -1 à notre nombre de vies. Et paf, c'est parti. Voilà. Alors là, j'ai perdu des vies. Là, j'ai perdu des vies. Là, j'ai perdu des vies. Et ainsi de suite. Alors, c'est bon pour tout le monde? Vous avez des questions? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis que j'ai rajouté le petit dialogue là qui dit aïe à chaque fois que je me percute dans un building,
il y a un truc qui est moins fluide dans le jeu. Alors moi, je m'en aperçois parce que c'est moi qui joue, mais pour vous, c'est peut-être pas évident. Mais regardez, tac, puis alors là, je peux faire n'importe quoi, là. Monter tranquille, puis tout à coup, je retombe. À votre avis, c'est lié à quoi, ce problème? Avant, à chaque fois que j'appuyais sur ma flèche, je faisais remonter mon chat de manière régulière. Et voilà, exactement. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Lorsque vous dites, par exemple, afficher tel dialogue pendant 2 secondes, vous allez figer l'exécution du programme de ce lutin pendant 2 secondes. Ça, c'est un concept qui n'est pas forcément évident comme ça à comprendre. Mais là, ce qui se passe, c'est que tant que je joue... Ah mince, j'aurais pas dû perdre dès le premier coup, mais... Ah, je suis un peu nul. Voilà, tant que je joue normalement, ça se passe bien. Et puis dès que je perds une fois, là, pendant 2 secondes, le programme du lutin ne fonctionne plus. Le lutin se fige et ça ne marche plus. D'accord? Donc, est-ce que vous avez une idée de contournement de ce problème? Bon, ne pas afficher AI pendant 2 secondes. Oui, ça c'est une bonne idée de contournement des problèmes. Oui? Il faut séparer la boucle aussi de... Ouais, il faut faire 2 boucles infinies séparées. Voilà, donc ce qu'il faudrait, c'est séparer les boucles infinies. Cela dit, si on met quelque part afficher AI pendant 2 secondes, ça fige le comportement du lutin pendant ces 2 secondes-là. Vous remarquerez que les buildings, eux, ne se fichent pas, parce que le script qui déplace les bâtiments est séparé du script qui manipule les lutins. D'accord? Bon, alors de toute façon, quand on se mange un bâtiment, on revient au début. Donc ce qu'il faudrait faire pour améliorer le programme ici, c'est faire en sorte de revenir au début, de recommencer la partie. D'accord? Bon, ça, c'est des perspectives d'amélioration qu'on pourrait avoir sur ce jeu-là. Ok? Est-ce qu'il y a des choses... Ah oui, alors, je suis à combien de vies, là? Pardon? Ouais, et un chat, ça a combien de vies? Voilà. Peut-être que ce qu'on pourrait faire, là, déjà, c'est améliorer le fait que quand on arrive à 0 vie, on arrête de jouer, non? Ouais? Vous êtes d'accord avec ça? Donc là, on a plein d'idées d'amélioration du programme. On a une première idée qui est de dire il faudrait que je fasse en sorte, donc quand mon chat percute un bâtiment, soit d'arrêter la partie et puis de recommencer au début, soit de faire en sorte que ça n'interrompe pas le déroulement normal de la partie. Première idée d'amélioration. Deuxième idée d'amélioration, lorsqu'on arrive à 0 vie, on devrait pouvoir dire ça y est, vous avez perdu, voulez-vous rejouer? Troisième idée d'amélioration, ce serait bien que les buildings ils soient au ras du sol, ça rendrait le jeu un peu plus facile. Quatrième idée d'amélioration dont on n'a pas encore parlé ici, mais que moi j'aime bien, c'est de créer par exemple un boost. Lorsque vous appuyez par exemple sur la touche B, paf, le chat il arrive en haut de l'écran directement. Ça permet de vous sortir des situations délicates. Voilà, je vous ai donné 4 idées d'amélioration. D'accord? Donc moi ce que je voudrais maintenant, c'est qu'il y ait un volontaire parmi vous qui descende, qui sache utiliser Scratch ou pas, et puis qui choisisse une de ces idées d'amélioration et qu'il le fasse pour les autres. Ok? Allez, c'est parti. Il n'y a pas de volontaire, hein? Franchement, vous avez tous utilisé Scratch, vous étiez tous super enthousiastes en disant mais si, on a déjà utilisé Scratch. Personne? Il y a intérêt à y avoir un volontaire, sinon c'est Françoise qui va pouvoir y aller. Allez. Ah, super, merci. Bravo. Ouais, mais tu nous dis ce que tu fais. Il y a des souris ici, c'est pratique. Et tu peux t'asseoir aussi, c'est plus pratique. Je peux écouter des... Pardon? Je peux écouter des recommandations? Ouais. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Je fais quoi? Boost. Le boost, moi je trouve que le boost c'est génial. Alors l'idée du boost, c'est le premier exercice qu'on a fait ensemble en live coding. C'est lorsque j'appuie sur une touche, mon chat, au lieu de monter, alors là vous vous souvenez que le chat il monte de 70 à chaque fois que j'appuie sur la flèche du haut. Et vous voyez que des fois je suis en galère pour passer au-dessus des bâtiments. Moi ce que je voudrais, c'est que par exemple quand j'appuie sur B, la touche boost, le chat il arrive directement au plus haut de l'écran. Ça serait plus drôle si on cliquait sur le chat pour le booster. Ah ouais, ça c'est pas mal. Bah tiens, très bien, il fait ça. Il fait le boost à la souris. Donc ce qu'on veut, c'est que lorsqu'on clique sur le chat, ça fasse monter en haut de l'écran. Mais là, on commence à se rapprocher de version tablette, de Flash. Ok, alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Donc
Ah oui, parce que ouais, tu peux pas faire ça, il faut faire Shift 180. Ouais, c'est chiant. C'est limite. Ok, alors c'est parti. Alors le truc maintenant, c'est qu'il va falloir que tu arrives à cliquer sur le chat. C'est compliqué quand même comme piste. Ça marche ou pas? Je suis mauvais, hein, je suis désolé. Ah, il monte pas. Non. Ah, parce qu'il faut que tu le cliques qu'une fois. Voilà. Faut surtout pas que tu le cliques deux fois, parce que sinon Ah, ça ok. baisse. Mais effectivement, ça fonctionne. Alors, du coup, le clic souris, ça n'a pas l'air super pertinent, mais on pourrait voir si dans les capteurs, non, dans les événements, excuse-moi, est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu plus simple que le clic souris? Je sais pas, ce que vous en pensez. Essaye avec le V pour voir. Alors, ouais, ça c'est un bon truc aussi. Lorsque vous voulez séparer des blocs, vous me remercierez cet après-midi, c'est pas la peine de le faire maintenant. Lorsque vous voulez séparer des blocs, la règle c'est lorsque vous prenez le bloc du haut, tout ce qui est en dessous vient avec lui. Donc, si vous voulez séparer, vous prenez toujours le bloc du haut que vous voulez séparer. Là par exemple, si vous prenez quand B est cliqué, il va prendre aussi donner la valeur. Si vous prenez donner la valeur, il prendra que ce bloc-là. Okay, c'est une pile inversée. Ça marche? Le clic souris, c'est pas forcément le plus. Bon, bah, déjà notre jeu est plus jouable. On peut faire les vies maintenant. Hein? Les vies. Et ouais. Alors les vies. Donc l'idée des vies, c'est un peu plus compliqué l'idée des vies. C'est de faire en sorte que lorsque on arrive à 0 vie, eh ben on arrête de jouer. D'accord? Donc il faut que tout s'arrête. Il faut que les bâtiments arrêtent de se déplacer. Il faut qu'on puisse plus contrôler le lutin. Alors ça c'est compliqué. Et il faut afficher un message qui dit vous avez perdu. On va commencer par la version simple qui est afficher vous avez perdu. Alors, prenez. Je vais répéter jusqu'à. J'essaie de chercher comment détecter que la vie est à 0. Ok, alors c'est une très bonne question. Ah ah. Oui, parce que vous n'êtes pas tout seul dans la zone galère. Il faut aller dans quoi, dans données? On a déjà une variable vie. Donc ce qu'on voudrait, c'est tester à un moment la valeur de cette variable vie par rapport à un chiffre qui est à peu près fixe, qui est 0. Opérateur. Opérateur, c'est les peines. Voilà. Ah, on a des trucs intéressants. Là, on a nos hexagones aplatis qui permettent de vérifier qu'un machin est supérieur à un truc égal à un truc. Ouais, ça marchait aussi avec supérieur. Ça, je peux le mettre dedans? Alors, c'est une bonne question. A priori, oui. Alors, c'est la seule exception. On peut mettre des ronds dans des carrés. Voilà. Alors. Et je mets ça du coup ici. Ouais, mais qu'est-ce que tu vas. Ouais. Alors, par contre, il faut comme ça. Qu'est-ce que tu vas répéter jusqu'à. Toujours prendre le bloc du haut de la pile pour le récupérer. Voilà. Vous pensez que ça marche, ça? Ouais, peut-être, je sais pas, j'hésite, je me prononce pas. J'ai trouvé. Bon, on a toujours notre hype de 2 secondes qui nous entoure. Alors après, quand vous faites du test de programme, vous apprenez rapidement à ne plus mettre 10 vies, mais 2. Attention, l'heure de vérité approche. Allez. Bon, Ah, alors essaye de reperdre. Ah non, là, je peux plus perdre. Donc lui, il bouge plus. Par contre, les. Voilà, parce que la partie principale du programme, donc, qui est liée au drapeau vert, elle est terminée. Par contre, ça n'affiche rien parce qu'on n'a pas dit d'afficher quoi que ce soit. Alors vas-y, dis-nous qu'on a perdu. Donc tout ce qui est dialogue, hein, je vous rappelle, c'est dans les mots foncés, dialogue. Donc, je rajoute après le bloc de répétition. Voilà, donc une fois qu'on sort de ça, vous avez perdu. Sachant qu'a priori, il n'y a pas de moyen de gagner pour l'instant dans la règle qu'on a définie. On va changer ça.
Mon réflexe rentre déjà. Hop. Voilà, tu as perdu. Félicitations. Enfin, tu as gagné parce que tu as réussi, mais tu as perdu. Ok. Donc ça commence à vous éclaircir l'esprit sur ce qu'on peut faire avec Scratch. Alors il y a des trucs qu'on fait ici, dans cet exemple, qui ne sont pas forcément super élégants. Vous verrez dans les activités cet après-midi que notamment pour faire communiquer deux objets, on peut utiliser un système qui s'appelle le système d'envoi de messages, que je traite volontairement pas ce matin pour ne pas vous en mettre trop plein la vue du premier coup. C'est bon, je te remercie. Alors, il nous reste un tout petit quart d'heure, puis après on va aller manger tranquillement. Juste pendant ce petit quart d'heure, je vais vous montrer un autre petit exemple de live coding qu'on peut faire. Alors le code qu'on a fait ici, je vais le sauvegarder, je vais le publier sur le site web de la formation, et si vous voulez le reprendre, continuer, le modifier, l'améliorer, surtout il ne faut pas hésiter à le faire. Et s'il y a des... A priori, je suppose que la vidéo a fonctionné, donc si vous avez des questions, vous voulez revoir des parties de ce qu'on a fait ce matin en différé, vous pourrez le faire depuis le site web. Ok ? Donc je sauvegarde mon projet et je vais en faire un nouveau. Ok, et dans ce nouveau projet, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais d'entrée dégager mon lutin pour en mettre un autre à la place. Alors le lutin ici, vous pouvez le supprimer de plein de façons. Là je vais le supprimer, j'ai fait bouton droit dessus et je l'ai supprimé. Et je vais mettre un autre petit lutin qui est une balle. Voilà. Et puis, ce que je voudrais, c'est cette balle, par exemple, je voudrais qu'elle suive le curseur de ma souris. Ok ? Donc, vous avez, je suppose, compris comment ça allait fonctionner. Donc, ce que je vais faire, c'est que quand le drapeau est cliqué, je vais répéter indéfiniment un certain truc. Ce certain truc, c'est des mouvements. Ok, alors ce que je peux faire, c'est par exemple un mouvement super sympa, c'est aléa pointeur de la souris. Ok, et donc là, si je clique, ben maintenant je peux diriger ma balle juste en déplaçant ma souris. D'accord? C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais qui est assez pratique. D'accord? Alors je vais poser ma balle ici. Tac. Donc j'ai arrêté mon programme en appuyant sur le truc rouge. Alors je vais rajouter un autre lutin, une pomme par exemple. C'est bien une pomme. Voilà, donc ici j'ai une pomme. Et maintenant ce que je voudrais, c'est que lorsque je passe sur la pomme avec ma balle, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Je sais pas. Que ça mange la pomme par exemple, et que la pomme disparaisse et que je marque un point. Alors, on va faire ça. Alors comment on a fait pour vérifier qu'on touchait la pomme? Donc vous vous souvenez, c'est dans le capteur. Mais pour faire un capteur, pardon? Ouais, voilà, donc si quelque chose est touché, mais le truc c'est qu'il faut que je mette ça dans une instruction de contrôle. Donc je vais faire une instruction de contrôle si alors. Et dans le capteur ici, je vais faire si quoi. Hop. Ah, mais. Alors ça c'est très casse-pied. Hein. Donc si la pomme est touchée. Alors la pomme c'est une pomme. Donc si la pomme est touchée. Qu'est-ce que je voudrais? Eh ben, un truc rigolo. C'est par exemple que mon apparence, non, c'est pas ça, que je grossisse. Vous connaissez le jeu favori des gamins qui s'appelle Agario? Vous êtes une petite boule, vous vous déplacez dans un espace infini, et votre objectif c'est de manger d'autres petites boules, et plus vous mangez les autres petites boules, plus vous grossissez. Et ben, on va essayer de réimplémenter ça en moins de 10 minutes. Ok? Donc ici, j'ai ma petite pomme, voilà, et donc quand je vais passer avec ma balle dessus, regardez ce qui va se passer, je grossis. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'idée de mon programme fonctionne, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas très réaliste. Donc la question que je vous pose, c'est pourquoi j'ai tant grossi? Parce que... Pardon? Ouais. Et le truc, c'est que ma pomme, elle disparaît pas. D'accord? Bon, alors déjà, le premier truc, c'est que maintenant, je me retrouve avec une balle géante. Pas très pratique. Alors, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. On va dire... Alors, c'est où mettre... voilà. Ah, je suis quand même à 1173,9% de ma taille initiale. Là.
Donc à chaque fois que je commence le programme, je vais recommencer à la taille initiale. Tac. Donc ici, j'ai une balle. Ok. Quand je touche la pomme, hop, elle grossit. D'accord? Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est pour pas que ça grossisse indéfiniment, c'est que quand je touche la pomme disparaisse. Ça pourrait permettre de régler mon problème. Donc je vais aller écrire un petit script au niveau de ma pomme. Donc événement, toujours pareil, dès le départ, je vais répéter indéfiniment que si quoi, bah, si la pomme, elle touche la balle, alors qu'est-ce qu'elle fait? Bah, par exemple, elle se cache. Possible. On peut essayer, voir si ça marche. Donc je stoppe mon programme, je le remets à 0. Tac. Donc là, j'ai ma balle, on est d'accord, j'ai ma pomme. Je vais approcher la balle de la pomme. Paf, la pomme disparaît. La balle a grossi. Alors vous en êtes peut-être pas convaincu parce que la balle n'a pas grossi de manière, permanente. Donc elle a juste grossi de 10 points par rapport à sa taille initiale. Mais je vous assure, elle a grossi. Okay, le problème, c'est que ma pomme a disparu et le jeu est fini. C'est assez ennuyeux. D'accord? Donc ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une pomme qui disparaît, il y en a une nouvelle qui apparaît. Ou alors, si vous voulez faire un jeu dur, à chaque fois qu'il y a une pomme qui disparaît, il y en a une nouvelle qui apparaît et il y a un gros méchant qui apparaît aussi. Et le but du jeu, c'est de manger les pommes et d'éviter les gros méchants. D'accord? Donc on peut essayer de faire ça. Donc on va aller voir ce qui se passe au niveau du script de la pomme. Et alors là, je me souviens jamais où c'est. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que à chaque fois qu'une pomme est touchée, ok, et qu'elle se cache, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un clone de cette pomme. Alors créer un clone, en fait, ça correspond à dupliquer le lutin. Ok? Et puis ici, on a une petite instruction qui va nous permettre de dire comment doivent se comporter les clones. Okay, donc ce que je vais dire à mon clone de pomme, c'est que lorsqu'il est créé, bah, il doit se déplacer, parce que je veux évidemment pas qu'il soit créé au même endroit que la pomme que j'ai mangée. Et je voudrais qu'il aille à... qu'est-ce que je voudrais qu'il fasse? Ah, voilà. Aléa. Une position aléatoire. Alors souvent dans Scratch, quand vous commencez à maîtriser, le problème c'est que vous savez exactement ce que vous cherchez et que vous ne savez pas où c'est rangé. Voilà. Alors on y va, c'est parti. Donc, ah, j'ai pas stoppé mon programme. Et puis ma balle a commencé sur la pomme surtout. Donc mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est que j'ai supprimé. Très bonne remarque. Ce qui se passe, c'est que comme j'ai joué avant, la pomme a disparu et comme je lui ai jamais dit de réapparaître, bah elle réapparaît pas. C'est bien, elle est obéissante. Donc on va penser non seulement à se mettre à 100% de sa taille initiale, mais aussi de s'afficher au début du jeu. Tac. Ah ben c'est bien, vous suivez, moi pas. Je vous remercie. Hop. Montrer. Voilà. Voilà. Donc là on a une pomme qui est apparue. Et maintenant à chaque fois que quand je passe dessus, la pomme disparaît. Alors ça marche au sens où ma première pomme apparaît, tac. Ma deuxième pomme apparaît, mais après il ne se passe plus rien. Pourquoi? Bah parce que le clone, alors hop, les pommes ils sont ici. Le clone, le premier qui marche, il va se positionner à une position aléatoire, mais lui-même il ne va pas créer des clones d'autres pommes. Vous êtes d'accord? Voilà, donc c'est le problème qu'on rencontre ici. Alors attendez, du coup, montrer la pomme. Alors, tac, on va ranger tout ça bien comme il faut. Donc ouais, quand vos objets disparaissent des scènes, vous pouvez aussi les réafficher avec un bouton droit ici. Donc à votre avis, donc là c'est ma pomme initiale. La première fois que je vais manger ma pomme initiale, il y en a une deuxième qui va apparaître. Mais comment je fais maintenant si je veux que toutes les autres pommes apparaissent? Enfin, que ça fasse ça pour toutes les pommes. Oui. Pardon? Ah, et comment on fait hériter dans Scratch? C'est une bonne question. Bah, là, a priori, dans le clone, lui, le seul truc qu'il fait, c'est que lorsqu'il est créé, il apparaît ailleurs et puis c'est tout. Le
truc, c'est qu'il va falloir que notre clone, il ait exactement le même comportement que notre pomme de base. Et ça, on ne peut pas le faire simplement. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est... ici, vous avez un petit machin qui s'appelle dupliquer. Donc vous pouvez décider de dupliquer tout le comportement de votre pomme de base et de dire que tous vos clones doivent se comporter de la même façon. Et là, vous avez fait un jeu tout simple où vous mangez des pommes. À chaque fois que vous en mangez une, il y en a une qui réapparaît à un endroit aléatoire. Au fur et à mesure, votre balle augmente. Ok? Voilà, puis au bout d'un moment, ça devient injouable parce que votre balle est tellement grosse que elle occupe tout l'écran. Mais vous voyez l'idée? Alors, la notion d'héritage, super idée, mais non, ça ne marche pas sous Scratch. Voilà. On est dans le... Bah, c'est déjà pas mal, moi, je pense. Hein. Je veux bien vous montrer des trucs pour répondre à vos questions si vous en avez. Une pomme pourrie qui te fait... Alors oui, bah, on peut finir là-dessus, effectivement. Alors, parce que pour être très honnête, j'avais quand même un peu préparé le truc. Dans ma version initiale, j'ai fait un requin, et si vous touchez le requin, vous mourrez. Alors, hop, on peut faire ça, on peut remontrer la pomme. Alors, dans ce cas-là, on va rajouter un troisième lutin. Je sais pas, vous voulez quoi comme lutin? Un animal? Bah, un crabe, c'est bien un crabe. Ok, donc on va mettre un crabe. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est que si la balle touche le crabe, elle revient à sa taille initiale, par exemple. Ok. Ou elle redevient tout petite, je sais pas. Ok, bon, la taille initiale, ça peut être pas mal. Donc on peut faire ce comportement sur la balle, ça semble assez pertinent. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire une nouvelle instruction de contrôle. Et on va dire que si, vous vous souvenez, c'est dans capteur. Donc si quoi? Si le crabe est touché, alors qu'est-ce qu'on fait? Les apparences, exactement. Et on se met à 100% de la taille initiale. Et le crabe, il reste ou il s'en va? Le crabe, il va vers la boule. Ah, le crabe, il va vers la boule. Alors, on va déjà tester que notre programme fonctionne. Donc, tac, tac. Il faut que je grossisse un peu pour que... Tac, 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 tac. Voilà. Et si je touche le crabe, paf, je reviens à la taille initiale. On est d'accord? Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est que le crabe, aille vers la boule. Bonne remarque. Alors, à votre avis? Oui, j'aimerais bien que les pinces du crabe bougent aussi. Je ne sais pas si un crabe a plusieurs costumes. Oui, il a des costumes avec pinces ouvertes, pinces fermées. Formidable. On va faire ça. Alors le crabe, qu'est-ce qu'on veut? On veut que quand Start est cliqué, il répète indéfiniment. Qu'est-ce qu'on veut qu'il répète indéfiniment? On veut qu'il se déplace, parce que le but c'est d'aller vers la boule. Et donc on va s'orienter vers... la boule, elle suit notre curseur de souris. Donc a priori, on peut lui dire de suivre notre curseur de souris. Mais on pourrait imaginer que ce soit un autre comportement. Et dans ce cas-là, on pourrait lui dire de suivre l'objet, et non pas le curseur de souris. Donc on peut faire ça. Alors le problème, c'est que si on fait ça, s'orienter vers, il va juste s'orienter vers le curseur de souris. Il ne va pas avancer. Bon, on va déjà regarder le comportement que ça a. On y va. Donc vous voyez, quand je déplace ma boule, le crabe s'oriente vers ma boule. Alors c'est intéressant parce que on pourrait penser qu'il y a un léger décalage. Alors c'est lié à quoi? C'est tout simplement lié au décalage initial entre la direction du regard du crabe et la direction de la boule. On est d'accord? Là, on a un peu l'impression d'avoir un crabe débile, mais c'est pas très grave. Alors, pour rendre le jeu un peu plus difficile, il faudrait qu'il s'approche de la boule. Donc on pourrait faire en sorte qu'il s'oriente vers la boule, puis si on dit qu'il doit aller directement au curseur de la souris, le problème c'est qu'on va tout le temps perdre, parce qu'il va tout le temps être sur la boule. Par contre, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de le faire avancer. Donc ça va donner un comportement un peu erratique, dans la mesure où il va s'orienter par rapport à son orientation initiale vers le curseur de ma souris, avancer de 10 pas, entre-temps j'aurais bougé ma souris, il va réavancer de 10 pas, et ainsi de suite. On va voir, mais ça peut mettre une difficulté au jeu. On va regarder comment ça se comporte. Hop, 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 hop. Je commence... Aïe! Voilà, je me suis fait manger par le crabe. Bon, alors c'est pas assez drôle comme ça. Je suis désolée. Hein. Alors pour changer l'orientation initiale du crabe, paf, vous avez un petit... je ne sais pas si vous voyez là le petit machin. Vous pouvez lui dire quelle orientation initiale vous voulez lui donner. Alors ça va tellement vite que c'est pas très maniable. Non, non, ça va pas changer, mais c'est juste pour montrer le...
le principe. Alors, et moi, ce que je voudrais qu'on fasse aussi, c'est que il change de costume. Tac. À chaque fois qu'il avance de 10 pas. C'est parti. Hop là. Là, il change trop vite de costume, en fait. Je voudrais mettre une petite temporisation au milieu pour le voir poursuivre. Voilà. Bon, on a un crabe qui nous poursuit quand on essaie de manger des pommes. C'est parfaitement réaliste comme situation. Mais globalement, ça vous donne une idée de comment ça fonctionne. Alors, il y a un truc qu'on fait, enfin, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, mais il y a un truc qu'on fait super mal ici, c'est que lorsque la balle mange la pomme, ou lorsque la balle touche le crabe, plutôt que de mettre des scripts dans les différents éléments, on pourrait s'amuser à envoyer des messages, notamment si on voulait par exemple compter des points, entre les différents lutins. C'est vraiment un concept super important dans Scratch. Et a priori aussi dans ce qu'on est supposé faire passer aux jeunes. Et donc je vous invite vraiment à porter votre attention sur l'activité dans laquelle on fait des dessins cet après-midi en envoyant des messages, parce que c'est super important que vous compreniez ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que ça vous a plu. Merci.